Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis donc la quatrième intervenante. Soyez patients. Dans les actes de ce symposium, reportez-vous à partir de la page 80 par là. Donc, il y a des similitudes par rapport à la communication de M. Osterheider. Et je vais présenter la société japonaise et ses aspects multilingues. Et nous avons des problèmes qui sont dus au manque de communication entre les habitants traditionnels et les habitants, les immigrés, qui sont des nouveaux venus au Japon. Alors, la population des étrangers a augmenté de 50% en 10 ans, qui représente 2% à peu près dans la totalité de la population japonaise, ce qui est énorme pour les Japonais. Le chiffre n'est pas si extraordinaire aux yeux des Européens. Et là, c'est la répartition dans la population étrangère. Et ceux qui sont au Japon avant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient majoritaires, mais depuis un certain temps, d'autres types d'immigrés sont majoritaires. Ensuite, quels sont les problèmes auxquels nous assistons depuis peu? Premièrement, nous avons vu apparaître des zones à forte population étrangère. Il y a des communautés dans lesquelles les immigrés représentent plus de moitié de l'habitation. Et tout peut devenir des sources de conflits. Par exemple, le bruit, la manière dont on gare les voitures. Et de plus en plus, il y a de plus en plus de stagiaires étrangers au Japon aussi. Et ils ont des problèmes dans leur lieu de travail. Et parfois, leurs droits sont atteints. Droits de travailleurs. Et j'habite dans Iwate-ken, le département d'Iwate. Il y a des conjointes des Japonais. Et chez eux, ils vivent du plurilinguisme au quotidien. Et les conjointes chinoises, qui sont solitaires dans leur foyer, elles ont des problèmes même avec leur mari et avec leurs beaux-parents. Et par contre, les étrangers qui ont une situation socialement et économiquement favorisée, ils n'ont pas tant de problèmes. Donc, les problèmes que nous commençons à vivre depuis un certain temps concernent surtout des étrangers qui sont dans une situation plutôt défavorisée. Donc, il y a deux tendances. Premièrement, les étrangers qui ont une situation favorable. Pour eux, leur compétence en japonais ne met pas en jeu leur qualité de vie. Par contre, chez les immigrés qui sont dans une situation précaire, le poids, leur compétence en japonais représente un poids très important. J'analyse un petit peu la situation. Ceux qui ont une situation économique aisée, ils n'ont pas besoin de vivre dans la communauté traditionnelle japonophone. Ils peuvent construire leur propre communauté, régie par leur propre langue maternelle. Par contre, les immigrés qui sont dans une situation précaire, à moins qu'ils trouvent des traducteurs et des interprètes à leurs frais, ils ont des difficultés même pour collecter des informations nécessaires pour leur vie quotidienne. Donc, dans la société japonaise, la plupart des Japonais ne sont pas habitués à l'arrivée massive d'immigrés. Et
même du point de vue couverture sociale, il n'y a pas suffisamment d'aide. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, des étrangers qui ont une situation économique favorisée, ils peuvent trouver à leurs propres frais des interprètes, des traducteurs pour collecter des informations nécessaires. Mais les étrangers, les immigrés qui n'ont pas de moyens financiers, ils sont démunis de point de vue de collecte d'informations. Donc, des gens qui sont dans une situation faible produisent encore des gens d'origine étrangère qui demeurent dans une situation de précarité. Par exemple, il y a beaucoup d'Indiens à Tokyo. Ils sont recrutés dans le domaine des technologies de l'information et de communication. Il y en a qui sont naturalisés. Il y en a beaucoup qui se sont déjà naturalisés. Ils ont leur propre école. Ils ont l'école pour leurs enfants. Et même les Japonais peuvent aller dans cette école indienne, même si elle coûte cher, parce que les Indiens sont très bons dans les mathématiques. Par contre, nous avons vu apparaître aussi des écoles brésiliennes, mais les parents sont souvent dans une situation professionnelle précaire. Alors, comme il y a eu une grande crise mondiale l'année dernière, il y a beaucoup parmi les écoles brésiliennes, il y en a beaucoup qui ont fermé leurs portes. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les enfants qui étaient dans ce genre d'école fermée? Alors, ils ne peuvent pas réintégrer le système japonais non plus. Et ils ne peuvent pas continuer, poursuivre leurs études dans des écoles brésiliennes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent à la maison. Donc, ils n'ont pas de moyens de continuer leurs études. Alors, dans des zones où il y a des étrangers, des immigrés qui habitent d'une manière isolée, comme les conjointes chinoises des Japonais, et il y a des mamans chinoises qui font venir au Japon des enfants qu'elle avait eus auparavant en Chine, donc des enfants qui ne sont pas japonais. Alors, à ce moment-là, les enfants ne peuvent pas trouver de place dans des écoles publique japonaise. La communauté éducative de la collectivité locale ferme les portes de l'école en disant qu'ils n'ont pas suffisamment de compétences en japonais. Mais beaucoup de mamans disent que si elles avaient des moyens financiers, leurs enfants auraient pu continuer leurs études d'une autre manière. Alors, je parle maintenant du cadre européen. Il y a donc le plurilinguisme derrière ce cadre. Alors, quelle est la société plurilinguiste? À mon avis, j'interprète comme suite, c'est la société dans laquelle il y a plusieurs, ce que j'appellerais des canaux linguistiques. Et il y a des réseaux de communication souples, flexibles. Et là, à cette société, beaucoup de gens ont naturellement accès. Et dans ce plurilinguisme, on ne cherche pas à manipuler des langues étrangères comme les locataires natifs. Il suffit d'avoir suffisamment de compétences pour se débrouiller dans le domaine qui les intéresse. Alors, quand on voit de plus près des immigrés qui vivent au Japon, chez la plupart des Japonais, c'est vrai que le Japon reste un pays monolingue. Le Japon est toujours intolérant et assez exclusif vis-à-vis des gens qui viennent de l'extérieur. À la surface, les Japonais sont très gentils, les Japonais aiment beaucoup les étrangers, mais quand il s'agit de vivre chez eux, vivre chez les Japonais, à ce moment-là, les étrangers, les immigrés se trouvent dans des situations très difficiles. La compétence en japonais est quelque chose de vraiment important, indispensable.
Alors, dans une société où il y a des immigrés et des étrangers, surtout dans une société comme la société japonaise, et les habitants traditionnels ne sont pas habitués à cette situation multilingue, il y a évidemment des problèmes. Alors, nouvelles initiatives au Japon, d'abord sur le plan administratif, donc sur le plan public, de point de vue de couverture sociale, il y a des services qui sont maintenant fournis dans plusieurs langues. Par exemple, à l'hôpital, dans des hôpitaux, à la réception, il y a toute une série de renseignements écrits en anglais ou en coréen. Alors, on donne des informations concernant à la scolarisation des enfants aussi. Mais si c'est nécessaire, il y a des collectivités locales qui fournissent la traduction et l'interprétation de certains nombres d'informations aussi. Et évidemment, on ne peut pas mettre dans toutes les langues maternelles de tous les immigrés il y a d'autres initiatives comme écrire des renseignements dans un japonais adapté. C'est-à-dire depuis le tremblement de terre qui a frappé le Japon de l'Ouest, nous avons senti la nécessité de faire passer des informations d'une manière efficace. Donc, dans des situations d'urgence, il fallait que toutes les informations passent dans le japonais, mais ce japonais doit être compréhensible pour tout le monde. Donc, il fallait rendre le japonais compréhensible même aux étrangers, aux immigrés. Donc, deux aspects qui s'imposent. Premièrement, offrir des services administratifs et publics dans plusieurs langues. Il s'agit là un changement de la part des habitants traditionnels, donc de la part des locuteurs natifs. Chez moi, à IUAT, nous n'avons pas de moyens financiers pour assurer tous les services. Alors, pour le japonais nécessaire pour la vie quotidienne, ou bien le japonais facile, alors c'est une initiative qui essaie de rendre le japonais plus facile pour qu'il puisse devenir une langue commune que les Japonais puissent partager avec les immigrés. Donc, il y a des efforts bilatéraux. Donc, moi, je fais des recherches sur ce sujet avec une subvention publique. Et je crois que pour les deux sens, il faut une éducation, c'est-à-dire une éducation donnée aux Japonais, donc aux habitants traditionnels, et une éducation également donnée aux immigrés. Alors donc, la situation des immigrés varie en fonction de leurs moyens financiers. Est-ce que ça veut dire que les étrangers qui ont une situation financière favorisée, est-ce qu'on peut les laisser comme ça dans la nature? Nous n'avons pas besoin de nous occuper d'eux. Moi, je pense que ils n'ont pas besoin d'aide publique. Mais, par contre, la société ne doit pas laisser les immigrés qui ont une situation défavorable se débrouiller tout seuls. Il faudrait fournir un système qui puisse les aider pour qu'ils vivent, pour qu'ils profitent de leurs droits dans une société où ils vivent. Donc, il faudrait une langue commune, d'un côté, à gauche, et à droite, la langue maternelle. Donc, nous visons
la cohabitation de deux sphères. Donc, comme langue commune, il s'agit peut-être du japonais simplifié. C'est marqué à gauche, à droite, c'est la langue maternelle. Donc pour moi, pour ce qui me concerne, c'est le japonais. Et si la personne concernée peut passer de l'une à l'autre librement, à leur guise, et pour profiter pleinement leurs droits, et puis pour assumer aussi leurs devoirs. C'est un système exigé pour la société actuelle au Japon, et ce genre d'aide est nécessaire surtout pour les immigrés ou les conjoints étrangères qui vivent d'une manière un peu isolée dans des zones rurales. Et bien sûr, il y a des immigrés qui apprennent, qui se débrouillent très bien, qui apprennent tout seuls le japonais, mais tout le monde n'a pas tant d'énergie. Quand on voit l'aide à offrir aux immigrés, il y a une question du moment d'intervention aussi. Est-ce qu'on les aide à leur arrivée au Japon, ou maintenant, ou dans 10 ans? C'est différent. Et puis le degré d'insertion sociale aussi varie selon des personnes. Des femmes au foyer ont moins de rapports sociaux que ceux qui travaillent. Donc, le service ne doit pas être quelque chose de figé. Il faut traiter individuellement, cas par cas, des problèmes que rencontrent les immigrés qui vivent dans des situations différentes. Alors maintenant, l'Allemagne, la Corée, le Japon et depuis le mois dernier, Taïwan, ce sont des 4 pays qui sont dans notre cible, qui sont dans le cible de nos recherches, qui portent sur l'insertion sociale, l'intégrité sociale, l'intégration sociale, pardon. Alors, il y a la société qu'on croit monolingue, comme la société japonaise, mais en réalité, dans la vie réelle, il y a des étrangers, des immigrés qui arrivent massivement. Et au Japon, par exemple, on exige une intégration sociale de la part des immigrés qui se fait en japonais. Donc, on attend que eux, ils parlent japonais aussi. Mais c'est vrai que quand on n'a pas d'indépendance linguistique, on ne peut pas avoir l'indépendance sociale. Par exemple, en Allemagne, l'Allemagne exige le niveau B1 comme le niveau minimum pour l'intégration sociale. Il prévoit 600 heures pour cela, et si c'est nécessaire, 900 heures d'apprentissage. Et là, c'est la comparaison. À gauche, l'Allemagne, la Corée, ensuite le Japon. L'objectif que fixe l'Allemagne, c'est l'indépendance, l'autonomie. Ça concerne des immigrés et même les enfants des immigrés. Il y a des enfants qui restent dans la couche basse de société, qui sont donc toujours marginalisés dans la société allemande. Donc, l'objectif que fixe l'Allemagne, c'est l'autonomie. Et cette politique est renforcée depuis 2005. Et c'est le gouvernement, chaque collectivité locale, qui finance des formations linguistiques des immigrés. Ils ont très bien compris qu'il s'agissait de former de futurs citoyens de l'Allemagne. Or,
En Corée, qu'est-ce qui se passe depuis 2005 et 2006? Je pense que la Corée vit une meilleure situation que le Japon. À l'instar de l'Hollande, la Corée modifie leur politique. Ils sont encore en stade d'expérimentation, mais ils consacrent, par exemple, 200 heures à la formation des immigrés. Pour l'instant, cette formation n'est pas obligatoire, mais les autorités encouragent beaucoup l'apprentissage du coréen, et surtout auprès des conjointes étrangères. Et quand les immigrés, les conjointes étrangères suivent ce genre de cours, elles sont favorisées au moment de la naturalisation, leur naturalisation. Mais le système me paraît un petit peu complexe. Il y a une certaine rivalité entre les collectivités locales. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette tendance? C'est que la Corée est bien consciente de l'importance des droits de l'homme. Donc, vis-à-vis des immigrés aussi, du point de vue des droits de l'homme, ils ont commencé à fournir ce genre de services et ce genre d'aide. Alors, au Japon, il n'y a pas d'objectif commun. Donc, c'est individuel. Et de point de vue de aide concrète, un peu. Il y a très peu d'aide. Et les gens qui sont impliqués dans l'aide vis-à-vis des immigrés, ils sont souvent volontaires. Pourquoi la situation japonaise se présente comme telle? Au Japon, ils sont conscients de l'importance de la main-d'œuvre étrangère. Ils ne fournissent pas d'aide concrète pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour construire une langue commune? Ce que j'entends par la langue commune, je pense aux immigrés, je pense à la formation, je pense aux cours de japonais mis en place pour eux. Mais là, c'est très difficile de mettre les immigrés tout de suite dans un contexte local. Mais alors, il faut d'abord comprendre quels sont les éléments nécessaires dans le japonais qui soient vraiment importants pour les nouveaux venus. Et donc, il y a des efforts de la part des immigrés, mais il y a aussi des efforts à faire de la part des Japonais, donc habitants traditionnels. Il faudrait peut-être aménager des lieux dans lesquels nous pouvons partager des objectifs communs. Et les Japonais et les immigrés peuvent apprendre ensemble ce que j'appellerais la langue commune. Il ne s'agit pas de devenir bilingue. À ma collectivité locale IAT, même au milieu médical, donc dans les hôpitaux, la main-d'œuvre étrangère est indispensable, même chez les médecins et chez les infirmières. Donc, si les vieilles personnes japonaises savent dire merci en indonésien, ça changerait des rapports qu'ils auraient avec des infirmières ou des médecins indonésiens. Donc, c'est l'utilité de construire ce que j'appelle une langue commune. Je vous remercie de votre attention.